Bonjour. Dans ce cours, nous allons parler des troubles du contrôle des impulsions et du protocole approprié pour leur traitement. Introduction aux troubles des impulsions. Parmi les troubles du contrôle des impulsions, nous trouvons principalement trois catégories: le jeu pathologique, la kleptomanie et les achats compulsifs. Tous ces troubles partagent une caractéristique fondamentale. La personne présente un comportement répétitif, malgré le fait qu'elle sache qu'il y aura des conséquences négatives. Pourquoi la personne n'arrive-t-elle pas à se contrôler? Exactement parce qu'elle a un faible contrôle sur ce comportement problématique. La personne éprouve un besoin, une impulsion, et ce comportement lui procure du plaisir, ce qui finit par renforcer l'impulsion initiale. Première séance: psychoéducation et évaluation. La première chose que nous devons faire lorsque cette personne arrive dans notre cabinet est de fournir une psychoéducation. Il est fondamental de montrer à la personne que nous comprenons qu'il existe une impulsion, que nous comprenons que c'est une difficulté très grande à contrôler, mais aussi qu'avec le traitement approprié, cette personne peut générer un contrôle sur son comportement. Cela génère un certain espoir chez la personne, ce qui est très important car beaucoup de personnes arrivent au cabinet après des problèmes graves, se sentant honteuses ou même un peu agressives, car ce sont des situations qui génèrent beaucoup d'angoisse et peuvent avoir causé de très gros problèmes. Nous devons expliquer le modèle de la thérapie cognitivo-comportementale, dont nous avons déjà parlé dans d'autres cours, la relation entre comportement, pensée et émotion, et comment à travers le traitement, nous pouvons travailler le changement de comportement, le changement de pensée et le changement d'émotion. Il est également crucial d'évaluer la motivation du client pour le changement. Nous devons comprendre si cette motivation existe par la compréhension de la pathologie ou seulement pour fuir les conséquences. L'idéal est que la personne ait une certaine motivation parce qu'elle perçoit qu'elle a un problème qui lui génère des difficultés à elle et aux personnes de son entourage. Un aspect très important est de parler de l'importance du monitoring du comportement. Le client doit comprendre l'étendue réelle de son comportement problématique. Cela peut être difficile par honte ou parce qu'il ne comprend pas toute la problématique de la situation. Deuxième séance: stratégie de contrôle. Dans la deuxième séance, nous révisons les devoirs et commençons à construire des stratégies de contrôle. Si le client a des problèmes financiers, nous implémentons un plan financier qui inclut planifier les dépenses hebdomadaires et les dépenses nécessaires. Choisir une personne de soutien qui supervise les achats. Ne porter que la quantité nécessaire d'argent. Annuler les cartes de crédit. Orienter la famille pour qu'elle ne prête pas d'argent. Pour d'autres types d'impulsions, nous adaptons les stratégies selon le besoin spécifique du client. Par exemple, pour la pyromanie, nous retirons tous les objets liés au feu de la maison et demandons l'aide d'observation des membres de la famille. Troisième séance: identification des déclencheurs. Dans cette séance, nous nous concentrons sur l'identification des déclencheurs et des antécédents des comportements problématiques, et nous développons des stratégies pour la gestion de ces antécédents. Par exemple, si nous savons qu'une personne qui joue a comme antécédent le fait de passer par le casino tous les jours en allant au travail, nous n'allons simplement plus passer par le casino, nous allons prendre un autre chemin. Comme première stratégie, nous n'allons pas exposer la personne au déclencheur à ce moment du traitement. Il est clair qu'en pensant à long terme, nous devons faire en sorte que cette personne puisse être dans le lieu sans ressentir l'impulsion. Mais dans le premier moment du traitement, l'évitement peut être nécessaire. Quelques stratégies spécifiques incluent, pour le jeu pathologique, changer les routes habituelles, annuler les applications, laisser les cartes de crédit avec les membres de la famille, créer de nouvelles activités plaisantes. Pour les achats compulsifs, utiliser des listes d'achats, ne porter que la quantité limitée d'argent, aller accompagner aux achats. Pour la kleptomanie, se maintenir éloigné des lieux où normalement elle commet des vols, aller dans des lieux avec une personne de confiance qui sait ce qui se passe. Quatrième séance: exposition imaginaire. Nous développons l'exposition imaginaire des conséquences comme une façon pour le client d'initier un contrôle. Nous demandons au client de décrire en détail le comportement impulsif, incluant toutes les pensées, sensations et comportements. Le client doit décrire tous les déclencheurs, toutes les conséquences possibles,
et développer des stratégies d'adaptation. Ensuite, nous enregistrons toute cette description et le client écoute cet enregistrement dans les moments de déclenchement jusqu'à réussir à réduire la sensation d'impulsion de 50%. Cinquième séance, restructuration cognitive. Nous révisons les devoirs et identifions les pensées dysfonctionnelles associées aux impulsions, principalement les pensées qui amènent le client à minimiser les conséquences. Après avoir initié l'exposition imaginaire et reçu le feedback du client sur les expositions, nous commençons à comprendre tout le processus qui l'amène à initier l'impulsion. Nous travaillons avec la restructuration cognitive pour modifier ces pensées problématiques. Séance finale. Maintien et prévention des rechutes. Il est important de comprendre que ce protocole commence par des actions plus comportementales parce que nous sommes face à des situations de risque. Il est très important que cette personne contrôle son comportement dès qu'elle initie le traitement. Les stratégies de base que les personnes doivent maintenir sont 1. Monitoring du comportement, pour que la personne comprenne comment elle commence à retourner à une situation problématique. 2. Développement d'activités plaisantes, pour que la personne maintienne une routine saine, car moins la routine est saine, plus il y a d'espace pour entrer dans l'anxiété et le besoin. 3. Usage de la restructuration cognitive, quand c'est nécessaire pour reconnaître les déclencheurs et les antécédents. Conclusion. Il est fondamental de comprendre que ce n'est pas parce qu'une personne entre en rémission qu'elle ne va plus jamais ressentir ses impulsions. En réalité, cette personne va continuer à ressentir ses besoins à un moment donné de la vie, seulement maintenant elle a la capacité de contrôle. C'est ce que fait la thérapie. Elle ne fait pas de magie, mais elle donne à la personne la capacité de contrôler et de comprendre que cet antécédent ne fait pas de mal, que ce déclencheur ne fait pas de mal, qu'elle ressent une impulsion qui lui génère une sensation, mais qu'elle peut la contrôler. Elle doit générer des pensées alternatives, contrôler son environnement pour contrôler cet antécédent, et aussi faire de l'exposition quand c'est nécessaire. Rappelez-vous que le protocole ne doit pas être robotisé. Le protocole vous donne des possibilités d'action et vous devez adapter le plan de traitement selon le besoin spécifique de chaque client. Client.